On pense à présent les Sénégalais. Là-bas aussi, le pouvoir a récemment changé de main avec l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye. Bonjour Sarah Sako, on vous retrouve en direct de Dakar. Quelle tonalité relevez-vous ce matin dans la presse sénégalaise ? Bonjour Julien. Alors ici, pas de gros titres ou très peu sur ces législatives françaises. Pas de débat enflammé non plus sur les réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les législatives ont été suivies de très loin ici au Sénégal et qu'elles ont peu passionné. Pas de réaction officielle pour l'instant, mais ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que la nouvelle de la victoire relative de la gauche a certainement été bien accueillie en haut lieu, puisque on le sait, l'un des partis de cette coalition, la France Insoumise, a des liens assez privilégiés avec le PASTEF qui est aujourd'hui au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon a toujours soutenu dès la première heure le parti dans son bras de fer avec l'ancien régime. Et il avait même fait le déplacement à Dakar en mai dernier. On l'avait vu apparaître aux côtés d'Ousmane Sonko, le Premier ministre et chef du PASTEF. Donc a priori, plutôt bien accueilli cette victoire relative de la gauche. Alors il y a quand même des gens qui ont suivi un petit peu ces législatives depuis le Sénégal. Il y a d'abord 20 000 Français installés, des Français, des binationaux notamment, qui nourrissaient des inquiétudes quant à une montée en force du Rassemblement national et qui craignaient un regain de xénophobie. Et puis il y a ces Sénégalais qui ont un lien étroit avec la France. Certains ont de la famille en France, d'autres veulent partir étudier en France, d'autres travaillent entre la France et le Sénégal. Et du côté de ces gens-là également, c'est un ouf de soulagement, un satisfecit ce lundi après ces résultats, puisqu'ils craignaient également une montée en force du Rassemblement national et la xénophobie qui aurait pu suivre. Merci beaucoup Sarah Sako pour ce compte-rendu depuis Dakar. Sedi Kaba est avec nous, journaliste et écrivain, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. C'est vrai que l'exemple sénégalais est très intéressant. Sarah nous rappelait la visite de Jean-Luc Mélenchon récemment invité par Bassirou Diomaye Faye, par Ousmane Sonko surtout, qui est aujourd'hui Premier ministre du Sénégal. Qu'est-ce qui les rapproche finalement ? Je crois qu'il y a un socle commun de l'idéologie. Tous sont des partis de gauche et la posture panafricaniste du PASTEF est souvent bien accueillie. Le combat pour des relations équilibrées, plus équilibrées entre la France et l'Afrique. La question aussi de l'évolution du franc CFA, la question de l'évolution du rapport entre la France et ses anciennes colonies, qui sont défendues par la France insoumise et qui sont partagées par le PASTEF, font qu'il y a une proximité entre le PASTEF et la France insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même, pendant la période où le pouvoir à Paris soutenait un peu Macky Sall, y compris dans sa volonté de rester au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon était du côté de l'opposition sénégalaise. Et pendant la période de la répression, puisqu'il ne faut oublier, Jean-Luc Mélenchon avait pris clairement position contre l'exercice du pouvoir par le président Macky Sall, qu'il trouvait répressif. Et à l'inverse, Macky Sall, je crois, avait reçu Marine Le Pen. Ça avait fait grand bruit. Ça révèle quoi, ça ? Exactement. Macky Sall avait non seulement reçu Marine Le Pen, mais à l'époque, il y avait une controverse. Est-ce que le président sénégalais avait donné ou non des fonds pour soutenir le Rassemblement national? Une polémique s'était installée au Sénégal. Le pouvoir n'avait pas démenti, mais beaucoup d'adversaires du pouvoir disaient que Macky Sall a fait un geste financier à l'endroit du Rassemblement. Et parce que, je pense que Macky Sall, non seulement, pas qu'il ait une proximité idéologique avec le Rassemblement, mais chercher à avoir une assise plus large, qu'on ne dise pas que simplement il est soutenu par Macron, pour qu'on comprenne que dans la classe politique, y compris à l'extrême droite, qu'il avait de soutien, parce que lui était quand même dans un projet de rester au pouvoir. Vous parliez de cette réforme du franc CFA qui est très attendue en Afrique, par les Sénégalais aussi. C'est ce qu'avait porté Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle. Est-ce que ça pourrait être un marqueur du changement peut-être aussi avec cette nouvelle donne en France, puisqu'il n'y a aucune majorité qui se dessine là, pour l'instant. Je crois que ça va être le marqueur. Si jamais, on fait l'hypothèse, si jamais la gauche devait arriver au pouvoir, ici en France, si elle devait former le gouvernement et le diriger, il y aurait des domaines partagés entre le président de la République et le gouvernement. Et en ce moment, on a pu le voir lors de la cohabitation de 1997 à 2022, avec Léonard Jospin et Chirac, il y avait une intonation, il y avait un changement. Et dans le cas d'espèce aussi, à mon avis, il y aurait quelques dossiers importants
à savoir, par exemple, l'aide publique au développement, que le régime actuel français a commencé à diminuer, qui pourrait être maintenu par la gauche si elle venait au pouvoir. Et ça aurait été aggravé avec l'extrême droite, à l'inverse. Absolument, elle aurait, à mon avis, l'extrême droite, au long de la préférence, aurait accélérer même la diminution de l'aide publique au développement. La question migratoire, à mon avis, si c'est la gauche qui arrive au pouvoir, il y aurait un changement, pas un abandon, mais il y aurait une meilleure concertation. Vous savez, récemment, il y avait un projet d'assujettir le volume de l'aide publique au développement au fait que les pays acceptent leurs ressortissants, que la France allait être expulsée. Il y a eu la question des tensions entre Paris et les pays du Maghreb, particulièrement sur les faits qu'ils ne délivraient pas des laissez-passer pour accueillir leurs ressortissants. Il y avait quand même un certain nombre de tensions qui, à mon avis, pourraient aujourd'hui connaître une sorte de décrispation. Sur le plan même y compris pour moi, si compte tenu de la diplomatie verticale qui a été celle de Macron en donnant des ordres au pays, des coups de menton, si aujourd'hui la gauche s'installe au pouvoir, il y aurait quand même un premier début de décrispation qui permettrait peut-être de renouer même les liens avec les pays du Sahel, où par exemple, si vous prenez, il n'y a plus d'ambassade de France à Niamey, ce qui est inédit, il n'y a pas d'ambassadeur de France ni au Niger, ni au Burkina, ni au Mali. Ils ont Donc été chassés, tout ça, à mon avis, si la gauche s'installe au pouvoir, elle aura la volonté de commencer à ressouder les liens, et on verra comment cela pourrait évoluer. On va en reparler et on va voir aussi dans un instant ce qu'on en pense au Maroc. Vous parliez des visas, ça c'est important. Mais d'un mot, Seydi Kaba, vous connaissez bien le Sahel et ces régions-là. Sarah le disait, ça n'a pas du tout intéressé la soirée électorale nos amis africains. Pour quelle raison, d'après vous? Pourquoi il y a ce désintérêt? La gauche, la droite, finalement, c'est la même chose? Oui, en réalité, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture fondamentale entre la gauche et la droite lorsqu'elles arrivent au pouvoir. Il y a quelques évolutions. En 2012, François Hollande a succédé à Sarkozy. On n'a pas senti la véritable rupture. Il y a eu quelques évolutions symboliques. Et en 2017, lorsque Macron est arrivé à la place de François Hollande, là aussi, on n'a pas senti de véritable rupture, même s'il y a une évolution par rapport aux restitutions, par rapport aux francs CFA, qui sont des demi-mesures. C'était symbolique, oui. Qui était totalement symbolique, mais qui était moins attendu. Aujourd'hui, à mon avis, ce qui aurait peut-être attiré l'attention et suscité de gros titres de la presse, comme Sarah le disait, c'était si le Front National, le Rassemblement avait gagné. Ouais. Ça aurait eu un impact à la fois pour l'avenir et pour le présent, puisque beaucoup de ces pays africains ont des diasporas importantes ici en France. On va faire un crochet, Seydi Kaba, par Rabat au Maroc, où nous attend Victor Moria. Bonjour Victor. Quel est le sentiment qui domine aujourd'hui? Le soulagement pour les nombreux binationaux? Tout à fait, c'est un sentiment de soulagement, puisque, comme vous l'avez dit, il y a une énorme diaspora marocaine en France. 1 700 000 Français d'origine marocaine ou marocains sont présents sur le sol français. Évidemment, beaucoup sont binationaux et ont été ciblés pendant la campagne par un certain nombre d'élus du Rassemblement ou de candidats à l'élection du Rassemblement national. Ces binationaux, ces Français d'origine marocaine ont de la famille ici au Maroc, et cette famille s'inquiétait de l'issue de ces élections et de quelle allait être la vie de leur famille sur le sol français. Autre inquiétude que vous avez mentionnée à l'instant, c'est la possibilité d'aller voyager, visiter cette famille, ou alors d'aller étudier ou travailler en France ponctuellement, comme cela se fait très régulièrement pour les Marocains ici, avec l'épisode de la crise des visas que vous mentionniez également il y a 2 ans, où 50% des visas avaient été réduits. Cela avait heurté les francophiles, les Marocains francophiles, qui souhaitaient garder ce lien avec la France. Et bien, une fois encore, alors que cette crise des visas était enfin passée, ils craignaient que cette distance se réinstalle à nouveau et dans la durée, dans le cas où l'extrême droite était arrivée au pouvoir. Et certains, à l'inverse, au Maroc, Victor, espéraient une victoire de la droite dure et de l'extrême droite. Et là, c'est la question du Sahara occidental dont il est question. Alors même si ça reste plus marginal que tous ceux qui sont directement impactés qui seraient directement impactés par une victoire de l'extrême droite, mais effectivement de nombreux nationalistes qui se disent patriotes mettent en avant cette question du Sahara occidental, puisque dans les discours officiels, seul Éric Ciotti ou une partie de la droite républicaine, mais aussi de l'extrême droite française, affirment vouloir reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Or, ce territoire donc disputé depuis bientôt 50 ans
temps entre les indépendantistes sahraouis soutenus par l'Algérie et l'État marocain, eh bien, ce territoire est devenu la cause nationale du Maroc depuis plusieurs années, et notamment depuis 2 ans, puisque le roi Mohamed VI avait déclaré que le Sahara était le prisme à travers lequel le royaume envisageait son environnement international. Eh bien, pour ces Marocains qui ont bien reçu ce message, peu importe quelle force politique viendrait à reconnaître le Sahara, la souveraineté du Maroc sur le Sahara au nom de la France, tant que celui-ci le fait, et même si cela pourrait aller contre les intérêts personnels de ces Marocains dans leurs liens qu'ils peuvent avoir avec la France. Merci beaucoup, Victor Moria. On l'a vu, Seydi Kaba, il y a parfois des intérêts convergents entre l'extrême droite française et les attentes en Afrique en termes de souveraineté. On parlait du Sahara occidental. C'est aussi le cas, par exemple, au Niger, au Mali, au Burkina. Oui, dans certains milieux, il était espéré une victoire du Front National pour achever la rupture qui a commencé. En se disant que si le Front National arrivait au nom de la préférence nationale, il va recentrer ses intérêts en France, et que la politique extérieure ne serait pas intéressante pour lui, et que au nom de cette convergence de position, il y aurait une rupture. Le cordon ombilical allait être définitivement coupé avec le Front National. Donc, c'était ce calcul qui a été fait. Mais aujourd'hui, puisque cela ne s'est pas produit, à mon avis, il y a à espérer qu'il y ait une évolution sans aller jusqu'à la rupture, parce qu'il y a quand même des liens ancestraux très forts entre la France et ces pays-là. On a parlé des binationaux, on peut parler aussi des diasporas. Il y a environ, d'après certains chiffres, environ 100 000 Maliens en France. Donc, tout ça ne peut pas être passé par porte et profit. Qui était parfois attiré par le Rassemblement national. Oui, absolument. Mais qui, de mon point de vue, vont continuer à être le pont, les passerelles entre la France et ces pays, y compris les pays du Sahel avec lesquels aujourd'hui il y a de très grandes tensions. Est-ce que ce flottement dans la vie politique française aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, elle risque d'avoir aussi des effets sur la coopération militaire? On est en train de suivre depuis plusieurs années maintenant cette redistribution sur les bases militaires que la France a en Afrique. Non, c'est absolument important de surveiller cela. Il y a déjà sous Macron, à la fin de Macron, si on peut dire, une évolution, puisque la France a décidé de redimensionner sa présence militaire en Afrique. Il y aurait environ 100 soldats au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Mais on va regarder pour voir si la France, avec l'arrivée d'une gauche, si elle venait au pouvoir, va franchir le pas de la rupture définitive, de la fermeture de base, parce que la jeunesse africaine et une partie de l'opinion réclament cette fermeture de base, mais le pouvoir de Macron a décidé de prendre en compte ces revendications, mais sans aller jusqu'à la rupture. Et je pense que les prochains jours vont nous édifier sur la possibilité d'une rupture totale, d'une fermeture totale de ces bases, et une évolution particulièrement sur la question du franc CFA et la question migratoire. Rapidement, qu'est-ce qui a créé l'incompréhension au Sahel ? L'incompréhension au Sahel a été créée par le fait que la France n'a pas pris en compte l'évolution des pays du Sahel et s'est restée dans sa posture d'une diplomatie verticale. Et en plus, je crois que le style Macron a aussi aggravé les choses avec ses injonctions, avec ce coup de menton. Ça a alimenté l'incompréhension, et la France se trouve aujourd'hui en mauvaise posture au Sahel. Merci infiniment, Seydi Kaba, pour vos explications.